Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. La vie de Deborah Piper débuta loin du prestige qui allait la définir un jour. Née dans un modeste studio au cœur des bâtons, elle était la fille unique de Margaret Piper, une mère célibataire à la voix douce qui tenait une épicerie et donnait des cours du soir pour joindre les deux bouts. Deborah ne connut jamais son père, qui était parti avant sa naissance, ne laissant derrière elle qu'une vieille photo et une lettre délavée, pleine de promesses en l'air. Mais plutôt que de sombrer dans l'amertume, Margaret a inculqué à Deborah la foi dans le travail, la grâce et l'estime de soi. Dès l'âge de 7 ans, Deborah s'asseyait devant la machine à coudre de sa mère, observant avec émerveillement la transformation de vieux tissus Ankara en tenues élégantes. Cette exposition précoce a éveillé sa fascination pour la mode. À 10 ans, elle dessinait déjà des robes dans les marges de ses cahiers d'école. Son monde était petit, mais vibrant de couleurs, de musique et de rêves. Elle faisait souvent du bénévolat à l'église de son quartier, cousant des robes de chœur ou décorant des fleurs pour des mariages, et on lui disait toujours « c'est une occasion de faire plaisir ». À l'autre bout du pays, dans la trépidante ville pétrolière de Port Harcourt, Vincent Killer a connu une enfance totalement différente. Fils cadet d'un douanier à la retraite et d'une directrice d'école austère, Vincent a grandi dans un foyer où l'ambition était monnaie courante. Son père, Killer Sir, était un homme obsédé par les apparences, tandis que sa mère, Mama Killer, mesurait l'amour à l'aune des réussites. Vincent excellait en sciences et en technologie, passant ses nuits à démonter des radios et à regarder des tutoriels de codage sur YouTube. Malgré son diplôme d'ingénieur informatique avec mention d'Uniport, les emplois se faisaient rares. Après un bref et décourageant passage dans un cybercafé, il a lancé une petite entreprise technologique indépendante depuis sa chambre, baptisée Killa Tech Solutions. Mais Lagos l'appelait. Avec 2 chemises usées, un rêve et un ordinateur portable d'occasion, il monta dans un bus de nuit et ne regarda plus en arrière. C'est à Lagos qu'il rencontra Deborah, non pas dans un grand hôtel ni sur une application de rencontre, mais dans la salle d'attente d'une agence gouvernementale, tous deux exaspérés par la bureaucratie et les lenteurs administratives. Deborah renouvelait la licence de sa coopérative de couture, tandis que Vincent tentait d'enregistrer sa start-up technologique. Cette première conversation fut gênante, mais sincère. Deborah avait remarqué ses doigts anxieux tapotant le banc en plastique. Il remarqua qu'elle griffonnait des dessins sur un petit carnet. Lorsqu'elle lui offrit un bonbon de son sac et qu'il répondit par un sourire enfantin, la glace fondit. Les jours devinrent des semaines. Ils ont commencé à se retrouver après le travail, partageant du suya bon marché et des boissons maltées sous le ciel ouvert de la passerelle piétonne d'Ojulegba. Vincent admirait la foi sereine de Deborah et sa capacité à sourire malgré les difficultés. Deborah, de son côté, admirait sa ténacité et sa vision. Un jour, disait-il souvent, je construirai quelque chose qui changera des vies. Elle le croyait. Contre le bruit de Lagos et le poids de leurs passés respectifs, quelque chose de fragile et de beau s'est épanoui. À la fin de cette année-là, Vincent fit sa demande, non pas avec une bague en diamant, mais avec une chaîne en argent et la promesse d'un mariage éternel. Le mariage fut restreint, seulement 30 personnes. Mais pour eux, c'était un mariage royal. Ils commençaient avec rien d'autre que de l'espoir, mais ils étaient là l'un pour l'autre. Lagos accueillit Vincent et Deborah à bras ouverts et poings serrés. La ville était vivante, animée, impitoyable et pleine de promesses. Leur modeste mariage avait eu lieu à Ibadan, sous une tente en bâche blanche, entourée de chaises en plastique, de riz jalaf, de rires et de prières. Pas de gâteau de luxe ni d'organisateurs d'événements, juste des amis et des proches qui croyaient en leur union. Avec le peu d'argent offert lors de la cérémonie, le couple a fait ses valises et s'est installé à Lagos, sur le continent, dans un petit 2 pièces à chamallow, où l'eau ne coulait pas le dimanche et où le ventilateur ne fonctionnait que lorsque Nipa le permettait. Ils ont acheté un matelas d'occasion, une simple plaque de cuisson à gaz et une radio. Au début, il n'y avait pas de rideau. Deborah utilisait de vieux emballages pour se protéger du soleil. Mais c'était leur foyer, leur commencement. Elles s'endormaient sur les épaules l'une de l'autre, rêvant de tout ce qu'elles construiraient un jour ensemble. Vincent s'est investi pleinement dans Killa Tech Solutions, traquant des contrats le jour et déboguant du code la nuit. Il arpentait les rues de Yaba avec son ordinateur portable dans un sac en cuir usé,
proposant des idées à des clients peu intéressés et essayant de prouver sa valeur dans une ville qui privilégiait les résultats au potentiel. Déborah, quant à elle, commençait à coudre des vêtements depuis chez elle. Sa mode n'était ni de marque ni glamour, mais ses mains étaient douées, raccommodant des uniformes, redessinant des robes d'église usées et fidélisant peu à peu une clientèle. Parfois, elle ne mangeait qu'une fois par jour. Pourtant, dans le calme de leur petit appartement, on riait des patates douces brûlées, des appels manqués, des rêves qui refusaient de mourir. Mais malgré leur joie, des fissures commençaient à se former. Ils étaient mariés depuis plus d'1 an, et les rumeurs commençaient à circuler. Une bonne nouvelle? Demandèrent leurs proches. Le retard est-il de votre côté ou du sien? Les voisins s'enquéraient. Déborah sourit poliment, mais intérieurement, elle sentait la peur monter lentement. Ce qui avait commencé comme une patience pleine d'espoir se transforma peu à peu en un silence anxieux. Vincent resta silencieux pendant le dîner. Déborah priait plus longtemps le matin. Elle achetait des tests de grossesse toutes les 2 semaines et pleurait seule dans la salle de bain lorsque les résultats étaient négatifs. Finalement, ils ont tous deux accepté de consulter un médecin. Prise de sang, scanner et salle d'attente sont devenus monnaie courante. Les résultats, une fois arrivés, n'étaient pas concluants, ce qui laissait penser que Déborah était la cause potentielle du problème. Même si personne ne le dit ouvertement, l'implication était lourde de sens. Vincent devint distant, pas cruel, juste indisponible. Son toucher semblait plus froid, sa voix plus professionnelle que chaleureuse. Déborah essayait de combler ce vide par la foi et le travail, mais la douleur était indéniable. Pourtant, elle persévérait. Ensemble, mais à la dérive. Plein d'espoir, mais douloureux. Leur amour, autrefois une flamme ardente, était désormais une braise silencieuse luttant pour survivre dans une tempête qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. La 3e fois qu'ils s'assirent en face de la consultante en fertilité, le silence dans la pièce fut plus révélateur que les mots prononcés. Le médecin, un homme d'âge mûr au regard bienveillant et aux sourcils fatigués, croisa les mains sur la table et s'éclaircit doucement la gorge. « Il faut examiner de plus près le cycle d'ovulation de Déborah, » dit-il en évitant leur regard. Les doigts de Déborah se replièrent sur ses genoux, et Vincent fixa une tache sur le mur, hochant lentement la tête sans dire un mot. Bien que le médecin ne l'ait pas déclaré stérile, sa formulation prudente indiquait clairement à qui, selon lui, était probablement dû le retard. Dehors de la clinique, Vincent resta silencieux. Déborah tenta d'engager la conversation, quelque chose de léger, de distrayant, mais il se contenta d'acquiescer et de lui tendre une pomme gala achetée chez un vendeur ambulant avant de rentrer chez eux en silence. Ce ne sont pas les mots qui ont changé leur monde, mais l'écart qui les séparait de plus en plus grand. De retour chez lui, Vincent se plongea dans le travail. Kilatech Solutions commençait enfin à gagner du terrain. 2 entreprises demandaient des maquettes d'applications et une autre une refonte de son site web. Déborah essayait de le soutenir, en apportant de la nourriture à son bureau et en priant à ses côtés le soir, mais son regard ne s'adoucissait plus comme avant. Il ne touchait plus sa main pendant la prière. Il ne l'embrassait plus sur le front lorsqu'elle cousait à la lueur des bougies. C'était subtil, mais constant, un repli émotionnel comme des vagues qui s'éloignent du rivage. Elle remarqua qu'il rentrait plus tard, réclamant des réunions et des consultations. Il ne la tenait plus au courant des projets remportés, et lorsqu'elle essayait de lui raconter une anecdote amusante avec un client, il marmonnait distraitement ou hochait la tête sans l'écouter. Déborah attribuait cela au stress, au travail, à la fertilité, mais au fond d'elle-même, une peur sourde commençait à grandir en elle. Puis Judith Sanders arriva. La responsable du bureau l'avait embauchée après que Kilatech eut emménagé dans un espace de travail partagé à Surlier. Elle était efficace, posée et éblouissante d'une manière percutante et calculée, avec une peau de soie bronzée, des pommettes à couper le souffle et une voix qui fondait au téléphone comme du miel chaud. Judith se présenta à Vincent comme on présente une opportunité, confiante, courageuse et un peu trop à l'aise. Elle riait à ses blagues, même si elles n'étaient pas drôles, lui apportait des encas qu'elle prétendait être juste en supplément, et ajusta un jour sa cravate lors d'un pitch client. Déborah n'entendit son nom qu'une seule fois, lorsque Vincent mentionna nonchalamment que Judith avait rédigé les rapports. Il n'ajouta rien, mais à partir de ce moment, une étrange intuition l'attira. Quelque chose était en train de changer, et elle le sentait, même si elle n'en avait pas encore la preuve. Judith Sanders n'était pas du genre à entrer discrètement.
Nul besoin de couleurs criardes ni de bijoux extravagants. Sa présence était la seule à parler. Née et élevée à Metama, Abuja, elle était la fille unique d'un général à la retraite et d'une femme de la haute société qui dirigeait un établissement d'enseignement supérieur d'élite. Ses parents espéraient qu'elle suive une voie diplomatique, mais Judith avait d'autres projets. Dès l'adolescence, elle a compris le pouvoir, pas seulement politique, mais aussi l'influence qui découle de l'observation, du timing et de l'image. Diplômée d'une université privée du Ghana en communication d'entreprise, elle a véritablement acquis sa formation dans les cercles sociaux qu'elle fréquentait lors des bals d'État, des galas de charité et des ambassades. Tandis que d'autres couraient après l'amour ou les titres, Judith étudiait l'ambition. Elle savait ce que les hommes voulaient entendre, ce qu'ils voulaient ressentir, et surtout, quand ils le voulaient. Lorsque ses parents l'ont remerciée pour avoir refusé une demande en mariage avec le fils d'un sénateur, Judith s'est installée à Lagos, déterminée à tracer sa propre voie. Pas avec de la sueur, avec de la stratégie. Judith a vite compris que la plupart des startups technologiques, surtout celles dirigées par de jeunes Nigérians, avaient désespérément besoin d'être validées. Ils avaient besoin de quelqu'un qui croit en leur vision, qui flatte leur fierté sans se ruiner. Killa Tech était une petite entreprise qui survivait à peine. Mais Vincent Killer avait quelque chose que Judith appréciait, du potentiel. Elle l'observa attentivement pendant les premières semaines. Il n'était pas particulièrement beau, mais il avait l'assurance tranquille d'un homme qui se croyait destiné à la grandeur. Judith S. Miscellentainment. Elle proposa de rester tard pour reformater des présentations, lui envoya quotidiennement des citations motivantes sur WhatsApp et rit généreusement de son humour maladroit. Elle complimenta son dévouement, la profondeur de ses idées et son comportement digne d'un véritable PDG. Pour un homme déjà noyé dans le silence de son propre mariage, l'attention de Judith lui semblait insignifiante. Vincent ne réalisa pas à quel point il avait besoin d'être soutenu jusqu'à ce que Judith le lui offre. Lorsqu'il entrait au bureau, elle était toujours là, un sourire chaleureux aux lèvres et des documents fraîchement imprimés. Elle l'appelait « patron », d'un sourire narquois et prenait des photos de lui lors de réunions avec des clients, les publiant ensuite avec des légendes telles que « leadership visionnaire ». Chaque publication gagnait des « j'aime » et, petit à petit, sa confiance en lui grandissait. À la maison, le soutien discret de Déborah ne lui semblait plus passionnant, il semblait routinier. Elle continuait de prier pour lui, de repasser ses chemises et de lui rappeler de manger, mais Judith lui donnait le sentiment d'être vue. Non pas comme un homme qui peine à se relever, mais comme quelqu'un qui est déjà arrivé. La frontière entre admiration professionnelle et manipulation émotionnelle s'estompa rapidement. À la fin du trimestre, Vincent regardait déjà Judith d'un œil différent, et Judith, avec son charme calculateur, savait qu'elle le tenait exactement là où elle le voulait. C'était le baptême du bébé du cousin de Vincent, une célébration fastueuse organisée dans la propriété familiale Kyler à Port-Harcourt. Des auvents blancs parsemaient le vaste jardin, drapés de rubans de satin et bondés d'invités venus des quatre coins de l'État. Les assiettes tintaient, la musique retentissait des enceintes louées, et les photographes se faufilaient dans la foule, immortalisant femmes en dentelle et hommes en igbata. Déborah avait hésité à venir, consciente de la pression inexprimée qui planait toujours lors des événements familiaux. Mais Vincent insista. « Ils parleront encore si tu ne viens pas », avait-il dit d'un ton désinvolte en ajustant ses boutons de manchette ce matin-là. Déborah portait une simple robe corail qu'elle avait confectionnée elle-même, assortie à des ballerines dorées et à une cravate guillie, parfaite. Elle espérait que sa présence et son sourire apaiseraient les murmures. Mais dès qu'elle pénétra dans la foule, elle sentit les regards en coin, les sourcils levés, les regards compatissants. Mama Kyler, Vivian, était une grande femme dont la présence pouvait faire taire une salle. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix, ses paroles étaient franches et directes. Avec un foulard ivoire parfaitement noué et un chemisier incrusté d'or, elle était assise telle une reine à la table d'honneur, recevant les salutations d'un hochement de tête royale. Lorsque Déborah s'approcha avec un sourire chaleureux et un salut respectueux, Vivian lui jeta à peine un coup d'œil. « Ah, le tailleur » dit-elle avec un sourire narquois, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. « Toujours pas de bonnes nouvelles pour nous ? Ah, mais vous pensez que le mariage, c'est pour la décoration ?» Quelques femmes altèrent et rirent nerveusement. Le sourire de Déborah s'estompa. Elle essaya de se retirer poliment, mais Vivian n'en avait pas fini. « Je l'ai dit à Vincent,
poursuivit-elle en agitant la main de façon théâtrale, il y a plein de femmes avec des utérus qui fonctionnent. Qui épouse l'amour, qui épouse la lutte. Voyez donc. Déborah resta figée, la honte lui montant à la gorge comme de la bile. Personne n'arrêta Vivian. Personne ne l'interrompit. Vincent se tenait à proximité, riant avec son oncle, une bouteille de malt à la main. Il entendait chaque mot. Déborah se tourna instinctivement vers lui, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais Vincent détourna le regard et but une gorgée de son verre, faisant semblant de ne rien remarquer. Cela brisa quelque chose en elle. Elle murmura quelques excuses et s'excusa, se précipitant entre les rangées d'invités et se dirigeant vers la petite salle de bain du complexe, où elle verrouilla la porte et laissa enfin couler ses larmes. Intérieurement, sa poitrine se soulevait silencieusement, ses doigts tremblaient. Les murs étaient fins, elle entendait encore les rires à l'extérieur, comme si de rien n'était. Déborah est restée dans cette salle de bain plus de 20 minutes, s'essuyant le visage, réparant son guillis et calmant son cœur. Lorsqu'elle est enfin sortie, elle a dépassé tout le monde, y compris Vincent, et a quitté la salle sans un mot. Et pourtant, il ne la suivit pas. Le silence entre Vincent et Déborah devenait de plus en plus pesant chaque jour. Ils s'immisçaient dans leurs repas, leurs prières, leurs routines. Ce qui avait été autrefois un foyer rempli de rêves partagés résonnait désormais de suspicions et de questions inexprimées. Déborah, bien que prudente à ne pas accuser, commençait à sentir les fissures se creuser. Les nuits de Vincent s'allongeaient et ses explications se raccourcissaient. Il prétendait que le travail prenait de l'ampleur, que les délais exigeaient son temps. Mais il rentrait à la maison avec des odeurs qui n'étaient pas les siennes, et parfois, des taches de rouge à lèvres maculaient subtilement le col de ses chemises, pas celles audacieuses, mais le léger reflet du gloss que Déborah ne portait jamais. Pourtant, elle ne disait rien. Elle pria plus fort, espéra plus longtemps et garda ses soupçons sous son sang-froid. Pourtant, son instinct la harcelait. Elle commença à remarquer que le téléphone de Vincent était toujours éteint, toujours verrouillé, et qu'il se mettait soudain à prendre des appels professionnels dans la salle de bain. Puis vinrent les boucles d'oreilles. C'était un jeudi après-midi. Déborah avait décidé de surprendre Vincent à son bureau avec un bol de jollof chaud et du bœuf frit. Il avait mentionné en passant combien il était las du ragoût liquide de la cafétéria. Elle arriva sans prévenir, et on lui annonça à la réception qu'il venait de sortir pour un rendez-vous client. La secrétaire paraissait incertaine, voire hésitante. Déborah laissa la nourriture et rentra chez elle, silencieusement perturbée. Ce soir-là, alors que Vincent prenait sa douche, elle fouilla dans sa mallette professionnelle pour y glisser une clé USB qu'il lui avait demandée plus tôt dans la semaine. C'est alors que ses doigts effleurèrent quelque chose d'inconnu. Une pochette en velours cachée dans un coin. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 2 boucles d'oreilles pendantes en rubis scintillant, exquises, pas du tout son style. Déborah se figea, les yeux fixés sur les pierres. Une froide révélation la submergea. Judith. Les boucles d'oreilles n'étaient pas seulement déplacées, elles étaient plantées. Stratégiquement, peut-être intentionnellement, elle partit, sachant que Déborah finirait par les retrouver. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblèrent. Elle attendit. Elle ne le confronta pas immédiatement, mais tout changea. Son ton, son regard, sa façon de se mouvoir autour de lui. Vincent le remarqua et se mit sur la défensive. Des accusations planaient dans l'air, inexprimées mais ressenties. Lorsqu'il tenta de lui prendre la main en passant, elle se recula. Lorsqu'elle lui demanda directement à qui appartenaient les boucles d'oreilles, il ricana, qualifia cela de cadeau de client et s'éloigna. Mais cet instant marqua un tournant. Ce qui les maintenait ensemble commença à pourrir sous la surface. La confiance n'était plus seulement brisée, elle s'effritait. Il était un peu plus de minuit lorsque le dernier fil du fragile mariage de Vincent et Déborah se rompit. La pluie s'abattait violemment sur le toit en taupe. Le ondulé de leur petit appartement de Chamollot, le tonnerre grondant au loin, comme un écho à la tension qui régnait dans la pièce depuis des semaines. Déborah se tenait silencieusement sur le seuil de leur chambre, les bras croisés, observant Vincent taper furieusement sur son ordinateur portable. Elle avait préparé son dîner, une sauce à l'igname bouillie et aux œufs, son plat préféré, mais il restait intact sur la table. Elle avait essayé d'être patiente, de prier, de comprendre l'homme qu'il était en train de devenir, mais la distance n'était plus émotionnelle, elle était devenue délibérée. Quand elle demanda,
pour la troisième fois ce soir-là, Vincent, si on allait un jour en parler. Il claqua son ordinateur portable, provoquant un grand craquement dans le silence. Puis il se leva. Et la rage dans ses yeux n'était pas étrangère, c'était de la déception. Amusement. Et quelque chose de pire encore. Tu as ruiné ma vie, lança-t-il d'une voix basse mais tranchante. Depuis que je t'ai épousé, ce n'est qu'un combat après l'autre. Pas d'enfant, pas de paix. Je suis fatigué, Déborah. Je suis fatigué. Elle recula légèrement, la gorge serrée. Alors, tout ce que nous avons enduré ensemble ne signifie plus rien maintenant, murmura-t-elle. Tout ce qu'on a construit? Il rit amèrement en agitant la main. Quoi? Si est? Il fit un geste circulaire vers le minuscule appartement, la peinture écaillée, le ventilateur fissuré, l'étringle à rideau retenu par une corde. Que avons-nous construit? Vous étiez maudit. J'aurais dû m'en douter. Tu étais le mauvais choix. Ces mots sont plus blessants que n'importe quelle gifle. Déborah resta figée, trop choquée pour pleurer. Vincent se tourna vers l'armoire, en sortit une petite valise et la jeta par terre. Fais tes bagages. Ce soir. Où vas-tu? Pas, tout simplement. Et elle l'a fait. Les mains tremblantes et le cœur brisé, Déborah emballa le peu qu'elle put. 3 pagnes, 2 chemisiers, sa Bible et son ruban de couture. Elle ne pleura pas avant d'atteindre la rue plongée dans l'obscurité, où la pluie la trompa complètement. Les taxis passèrent à toute vitesse, aucun ne s'arrêtant pour la savonneuse qui serrait un sac en polyéthylène et un parapluie cassé. À 2 heures du matin, elle se retrouva devant une vieille église de Beauregard, celle-là même où elle cousait des nappes d'autel et était bénévole lors de programmes de sensibilisation il y a des années. Elle frappa faiblement et, après ce qui lui sembla une éternité, une petite femme âgée, Mama Blessing, ouvrit la porte latérale. « Déborah, demanda-t-elle, sous le choc. Déborah tomba à genoux. « S'il te plaît, juste un endroit où dormir. » Maman Blessing l'accueillit sans un mot. Dans ce petit débarras derrière le bureau de l'église, Déborah était allongée sur un matelas fin, tandis que la pluie tombait encore dehors. Ses vêtements étaient trempés. Son esprit encore plus. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle dormait en paix, non pas parce qu'elle avait des réponses, mais parce que les faux-semblants étaient enfin terminés. Les jours qui suivirent l'expulsion de Déborah à minuit furent emplis d'un chagrin discret et d'un espoir hésitant. Mama Blessing lui offrit un endroit où dormir dans le vieux cellier derrière l'église et partagea des repas chauds de PAP et d'acra le matin. Déborah, encore sous le choc, proposa son aide dans les locaux. Elle balaya la cour, rangea des livres et reprit lentement ses anciennes tâches à la machine à coudre dans la salle paroissiale. Ce n'était pas un retour à la normale, rien dans sa vie ne l'était, mais c'était un retour à quelque chose de familier. Une guérison. Un mercredi soir humide, alors qu'elle se rendait à la pharmacie près du rond-point pour prendre du détol pour nettoyer la crèche, elle fut témoin d'une petite agitation au bord de la route. Un SUV noir avait quitté la route et s'était retrouvé dans un caniveau peu profond. Son pneu avant était tordu et son pare-brise fissuré. La foule autour de lui murmurait avec une curiosité typiquement lagosienne, certains prenant des photos, d'autres donnant des avis spontanés. Déborah s'approcha et vit le conducteur affalé contre le volant, du sang coulant de son poignet gauche. Elle réagit instinctivement. « S'il vous plaît, laissez-moi passer » cria-t-elle en fondant la foule. Elle avait été bénévole à l'église lors de missions médicales. Elle en savait assez pour vérifier les signes vitaux. L'homme était conscient, gémissant faiblement, le front meurtri et le poignet profondément entaillé. Son téléphone avait glissé sous le tableau de bord, et il refusait l'aide de la foule bruyante. Déborah remarqua son regard perçant, fatigué et méfiant. Elle appela un cycliste qui se trouvait à proximité. « Olga, s'il te plaît, aide-moi à le porter jusqu'à l'église derrière, » supplia-t-elle. Ensemble, ils le firent monter sur le vélo et Déborah, sans poser trop de questions, les ramena à l'église. Dans le hangar des invités, à côté de la classe des enfants, elle nettoya ses blessures, lui banda le poignet avec un tissu propre et lui donna à boire. Il parla à peine, murmurant seulement un faible « merci et je te rembourserai ». Elle secoua la tête et dit doucement « Tu ne me dois rien. Tu as juste besoin de repos. » L'homme se présenta simplement sous le nom de William, sans nom de famille ni description de poste. Déborah ne s'intéressait pas à lui. Il resta plusieurs jours dans la chambre d'amis de l'église, trop faible pour voyager, prétextant que son assistante viendrait le chercher plus tard. Elle remarqua sa façon d'éviter les appels, de porter des lunettes de soleil même à l'intérieur,
et de s'acheter des chaussures de créateurs étrangers qu'il s'efforçait de cacher. Il ne lui fallut pas longtemps pour soupçonner qu'il n'était pas ordinaire. Il y avait une retenue dans ses manières, une humilité qui semblait acquise, non née d'une lutte. Mais Déborah, perdue dans sa propre douleur, ne le pressa pas. Elle se concentra sur sa guérison, lavant ses vêtements, changeant ses bandages et récitant des prières silencieuses. Et bien qu'aucun d'eux ne le dît, une douceur commença à s'installer dans le silence qui les unissait. Déborah partit, Judith Sanders la fit agir avec rapidité et précision. En quelques jours, elle passa de secrétaire à stratège, remplaçant subtilement la chaleur qui régnait autrefois dans l'appartement de Vincent par sa présence. Elle cuisinait parfois des plats étrangers aux épices étranges qui donnaient à Vincent un sentiment d'excellence. Elle réorganisa les bureaux de Qualitech, redécora la réception et adopta une tenue plus audacieuse, tout en appelant Vincent « chef », avec un sourire narquois qui lui donnait un sentiment d'importance. « Tu ne te rends pas compte sur quoi tu es assis », lui dit-elle un soir en sirotant du vin dans son salon. « Tu n'es pas qu'un technicien. Tu es une marque. Une visionnaire. Il faut être vu. » Ces mots ont attisé une fierté déjà enflammée par le succès. Il la croyait. Il avait besoin d'elle. Alors, il l'écoutait. Sous la direction de Judith, la présence en ligne de Qualitech a explosé. Elle a recruté des photographes, géré ses comptes LinkedIn et Instagram, et créé une série vidéo hebdomadaire intitulée Tech Talk with Killer. Ils ont loué des salles de conférences pour de nombreux lancements, organisé des séminaires pour les développeurs en herbe et publié des communiqués de presse sur des blogs technologiques locaux. Judith a même organisé une intervention de Vincent dans une émission de radio de fin de soirée. Assise en retrait, elle hochait fièrement la tête tandis qu'il parlait d'innovation et de rupture, veillant à ne pas mentionner son nom dans les crédits officiels, mais toujours suffisamment proche pour tirer les ficelles. Vincent devenait peu à peu le visage de la nouvelle élite technologique de Lagos. Les caméras le suivaient. Les invitations affluaient. Les investisseurs posaient des questions. Et pendant tout ce temps, il n'a jamais remarqué ce que Judith faisait en coulisses. Tandis que tout le monde applaudissait l'explosion médiatique, Judith a discrètement changé d'orientation. Elle a créé des comptes fictifs pour les promotions de l'entreprise sur les réseaux sociaux, a facturé Vincent 2 fois pour des services externes et a utilisé l'entreprise de son cousin pour gérer les achats médias de Qualitech en facturant des factures gonflées. Elle avait accès à tous les mots de passe, signait tous les paiements publicitaires numériques et redirigeait les fonds promotionnels vers un compte offshore lié à une société écran. Judith était méthodique. Elle ne volait jamais trop d'un coup, juste assez pour passer inaperçue au milieu de la fête. Et Vincent, distrait par les interviews et sa nouvelle célébrité, ne s'interrogea jamais sur la soudaine augmentation des dépenses. Trop occupé à savourer les applaudissements, il ne vérifia pas le bilan. Trop ivre de succès pour pressentir la tempête, Judith se préparait discrètement dans son dos. Le ciel était encore sombre lorsque Déborah quitta l'église ce matin-là. Elle était allée acheter du pain pour Mama Blessing et le petit déjeuner des enfants avant le lever du soleil. La rue près du carrefour était calme, seuls quelques bus d'infos passaient bruyamment et le son lointain d'un muezzin retentissait. Elle traversait la rue près du pâté de maison lorsqu'elle l'aperçut, lui, William, son mystérieux invité, debout près d'une voiture garée, en train de discuter avec un homme en costume. Avant qu'elle puisse faire signe ou appeler, un kiki arrivant à toute vitesse d'une voie interdite perdit le contrôle. Tout se passa en quelques secondes. Déborah hurla et se précipita en avant, attrapa William par le bras et le tira juste à temps. Le tricycle hurla, bascula légèrement et percuta l'arrière d'une Toyota. William, secoué, la regarda dans un silence stupéfait tandis qu'elle examinait une égratignure sur son avant-bras. « Ça va » demanda-t-elle, essoufflée. Il ne répondit pas tout de suite. Il la fixa simplement, quelque chose changeant dans son expression, comme une reconnaissance ou une décision. Plus tard dans la soirée, William lui demanda de s'asseoir avec lui sur les marches de l'église. Sa réserve habituelle avait disparu. « Je n'ai pas été honnête avec toi », commença-t-il à voix basse. « Je ne suis pas seulement William. Mon nom complet est William Julius. » Il marqua une pause, guettant sa réaction. Elle cligna des yeux. « Le milliardaire » demanda-t-elle, stupéfait. « Ah, elle acquiesca. Je possède plusieurs franchises de mode en Afrique de l'Ouest. J'étais à Lagos discrètement pour des réunions de conseil d'administration et, disons, pour tenter de disparaître un moment. » Déborah le fixait, choquée non pas par sa richesse,
mais par la douceur avec laquelle il s'était toujours comporté. « Pourquoi me cacher ça ?» demanda-t-elle finalement. William la regarda avec une douceur qui lui fit mal au cœur. « Parce que tu ne m'as pas traité comme de l'argent. Tu m'as traité comme une personne. » Ce soir-là, sous la faible lumière de l'église, il lui a parlé de son entreprise, Julius Collective, de la manière dont il construisait une nouvelle marque de mode de luxe qui exigeait authenticité, humilité et une personne qui comprenne les tissus et les histoires. « Je veux t'offrir quelque chose, a-t-il dit. Un rôle, un avenir, pas par pitié, parce que je vois ce que tu peux devenir. » Déborah était stupéfaite. Il y a une semaine, elle était recroquevillée sur un matelas dans le coin d'un cellier d'église. Un milliardaire lui avait alors proposé un emploi et un mentorat. William lui avait promis de l'intégrer dans son nouveau showroom de Lagos, avec la liberté de co-créer et, à terme, de diriger son propre département. Il lui avait même offert un logement temporaire jusqu'à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Déborah pleura, non pas à cause de l'offre, mais parce que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un voyait sa valeur sans condition. Elle accepta l'opportunité, jurant silencieusement de reconstruire sa vie, non par vengeance, mais par rédemption. Déborah se tenait au bout de la table en acajou poli du showroom Julius Collective à Lagos, son regard parcourant les échantillons de tissus qu'elle avait passé des semaines à assembler. C'était sa première présentation officielle au conseil d'administration, une présentation pour une nouvelle collection inspirée des traditions nuptiales d'Afrique de l'Ouest, alliant silhouettes modernes et motifs autochtones. À ses côtés, William était assis en silence, lui laissant la parole. La salle était remplie de cadres expérimentés, certains sceptiques, d'autres silencieusement impressionnés. La voix de Déborah était calme et assurée, contrastant fortement avec le chaos auquel elle avait survécu ces derniers mois. Elle leur a présenté les designs, les palettes de couleurs, les cibles démographiques et la pénétration du marché prévu. Ce n'est qu'à mi-chemin de son pitch, au moment où elle cliquait sur la dernière diapositive, que la salle a commencé à se brouiller. Ses doigts tremblaient. Une soudaine vague de vertige la submergea, et avant qu'elle puisse dire un mot, la télécommande du projecteur lui glissa des mains et tomba au sol. Déborah recula en titubant, s'agrippant au bord de la table pour garder l'équilibre. Des hoquets de surprise éclatèrent lorsqu'elle s'effondra dans les bras de William, la respiration saccadée, la peau glacée de sueur. Quelqu'un appela le médecin du travail. William cria, la voix éraillée par la panique. En quelques instants, Déborah fut transportée avec précaution dans le salon exécutif où elle fut délicatement allongée sur un canapé. Sa conscience s'évanouissait, les voix s'étouffaient et la lumière tourbillonnait au-dessus d'elle. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, elle se trouvait dans une élégante suite d'hôpital privé. William s'en était assuré. Le doux bourdonnement des machines et l'odeur discrète des antiseptiques l'entouraient. Elle remua doucement, remarquant qu'une infirmière la recommandait. La porte s'ouvrit et le médecin entra, un homme aimable portant des lunettes à monture argentée et un presse-papier à la main. William se tenait au pied de son lit, le visage crispé par l'inquiétude. « Mademoiselle Piper, » commença le médecin, « vous vous êtes évanouie à cause de l'épuisement et d'une hypoglycémie. » Mais ce n'est pas tout. Déborah cligna des yeux, confuse. Le médecin sourit doucement. « Vous êtes enceinte. » Avec des jumeaux. Le temps s'arrêta. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. William s'approcha, hésitant entre sourire et paniquer. Déborah fixait le médecin, le cœur battant. « C'est impossible, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Et puis elle se souvint. Quelques semaines avant que Vincent ne la mette à la porte, elle avait discrètement commencé une FIV, un acte d'espoir désespéré, mené sans le lui dire après que leur dernière consultation de fertilité l'avait laissée dans une spirale infernale. Elle ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne, surtout après l'effondrement de son système. Mais maintenant, elle était enceinte. Pas seulement enceinte. Elle portait des jumeaux. La pièce retomba dans le silence, non pas à cause d'un évanouissement, mais sous le poids du moment. William lui prit la main, les yeux écarquillés par l'émotion. Mais Deborah, elle ne pouvait que fixer le plafond, un million de souvenirs la submergeant comme un torrent. Ce qu'on lui reprochait de manquer, vivait désormais en elle. Doublement. Les vagues murmuraient doucement sur le rivage tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel en Legos de teintes corail et or. Déborah se tenait pieds nus sur le sable chaud d'une plage luxuriante, le vent caressant l'ourlet fluide de sa robe de maternité ivoire. Le tissu doux, confectionné en soie et orné de perles délicates,
scintillaient à chaque mouvement. Ses mains reposaient délicatement sur son ventre naissant, tendre berceau de vie, et ses yeux pétillaient de sérénité, encadrés par un maquillage naturel et une simple tiare argentée qui scintillait au clair de lune. La cérémonie fut calme et silencieuse. Il n'y avait ni médias, ni spectacle grandiose, seulement le fracas de la mer, le scintillement des lanternes et quelques témoins de confiance qui connaissaient son parcours et respectaient son silence. William se tenait sous une arche fleurie blanche, vêtu d'une igbata couleur crème aux broderies subtiles arborant les armoiries de sa famille, un symbole que seul lui et quelques aînés pouvaient reconnaître. Son regard était fixé sur Déborah avec une expression emplie de révérence et non d'amour. C'était le regard d'un homme qui avait perçu sa force et l'avait choisi au détriment du statut social ou de la commodité. Tandis qu'elle s'avançait vers lui, chaque pas lent et gracieux, le quatuor à cordes derrière eux commença à jouer une version instrumentale douce de You Are the Horizon. Le cœur de Déborah battait fort, non pas de nervosité, mais de paix. Pour la première fois de sa vie, l'amour n'était plus quelque chose qu'elle avait à quémander. Il l'avait trouvé de lui-même. Les vœux étaient brefs, sincères et totalement improvisés. William lui prit les mains et dit « Tu m'as guéri bien avant de connaître mon nom. Je veux passer le reste de ma vie à protéger ce que tu portes en toi, tes rêves, ton cœur et notre avenir. » Déborah, les yeux brillants, répondit « Tu m'as trouvé au plus bas et tu n'as jamais baissé les yeux. Tu as regardé en moi. C'est plus que ce que j'avais jamais demandé. » L'officiant, un pasteur à la retraite et ami de longue date de la défunte mère de William, les a déclarés mari et femme juste au moment où la lune atteignait son zénith. Tandis qu'ils s'embrassaient, la brise marine les entourait comme une bénédiction. Des feux d'artifice crépitaient doucement au loin, lancés discrètement par le personnel de la plage. Et malgré l'absence de foule et d'applaudissements, le silence témoignait de quelque chose de bien plus bruyant que n'importe quelle célébration. Une femme autrefois qualifiée de stérile s'avançant désormais avec audace vers l'éternité, l'amour au cœur et la vie au ventre. Tout commença par un coup frappé à la porte du bureau de Vincent Keiler, par un lundi matin humide. Il en était à la moitié de sa deuxième tasse de café noir lorsque deux agents de l'EFCC au visage sévère entrèrent, brandissant leur badge et lui lançant une instruction calme et ferme. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et détournement de fonds publics. Le monde sembla basculer. Au début, Vincent crut à une erreur, à une confusion. Mais lorsqu'on lui présenta la pile de documents imprimés, de relevés financiers non vérifiés et de fausses factures, il comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une négligence. C'était un sabotage. Le sabotage de Judith. L'arrestation n'a pas été spectaculaire. Ils ne l'ont pas menotté ni traîné de l'autre côté de la rue. Mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le PDG de Keiler Tech a été arrêté pour fraude, a annoncé un blog. Les investisseurs ont commencé à se retirer en quelques heures. Les contrats étaient gelés. Lorsque Vincent fut libéré sous caution 3 jours plus tard, après avoir expliqué son ignorance et imploré son avocat de remédier à la situation, son empire s'effondrait déjà. Les appels de ses clients restaient sans réponse. Les lumières du bureau étaient éteintes. De retour dans son espace de travail autrefois animé, il trouva la réception abandonnée, les dossiers éparpillés et le calendrier des projets effacés. Le personnel était rentré chez lui, définitivement. Judith Sanders était introuvable. L'appartement qu'il partageait était vide. Ses vêtements, son ordinateur portable et même son sèche-cheveux avaient disparu. Son téléphone sonna 2 fois avant de s'éteindre. Vincent fouilla les tiroirs à la recherche de relevés bancaires, de contrats, de quoi la retrouver, mais tout avait disparu. Son compte personnel avait été vidé, et son compte professionnel comportait plus de 30 transactions signalées, toutes liées à la même société écran, SAJ Consult, un nom que Judith avait un jour mentionné comme fournisseur de médias. La trahison était totale. Elle avait usé de son nom, de sa confiance, tandis que Vincent était assis sur le sol nu de son appartement, les mains crispées sur ses cheveux et le visage baigné de larmes. Une seule pensée résonnait dans son esprit, non pas à propos de Judith, ni de la prison, mais à propos de Déborah, la femme qu'il avait abandonnée pour la chose même qui avait désormais vidé son monde. À l'intérieur de l'hôpital général de Riverview, l'atmosphère était lourde d'antiseptiques et de tristesse. Déborah, enceinte de 6 mois, rayonnait doucement sous le soleil éclatant, un foulard lui couvrait les cheveux et des lunettes de soleil surdimensionnées cachaient une grande partie de son visage. Elle avait vu l'annonce en ligne 2 jours plus tôt,
a admis Vivian Killer après un léger AVC. Au début, elle l'ignora. Le souvenir de ce jour humiliant lors du baptême familial persistait comme une cicatrice dans sa fierté. Mais quelque chose la tiraillait, peut-être étaient-ce les jumeaux qui bougeaient doucement dans son ventre. La fermeture n'est pas toujours pour eux. Parfois, c'est pour toi. Elle n'a pas donné son vrai nom à l'infirmerie. Elle a simplement dit qu'elle était une vieille amie d'Ibadan. L'infirmière hésita, puis lui fit signe de passer. Chambre 208. Vivian Killer était allongée sur le lit, son calme royal terni par le poids de la maladie. Sa silhouette autrefois intimidante paraissait fragile sous les draps de l'hôpital, ses cheveux enveloppés dans un foulard modeste. Ses yeux étaient clos lorsque Déborah entra, mais ils s'ouvrirent brusquement lorsque la porte claqua doucement derrière elle. Déborah resta un instant silencieuse au pied du lit, incertaine de ce qu'elle était venue dire. Elle ne s'attendait pas à être reconnue, elle n'en avait même pas envie. Mais le destin en avait décidé autrement. Le regard de Vivian s'aiguisa lentement, puis s'élargit. Son souffle se coupa. « Deborah ?» Sa voix était rauque et douce, mais chargée d'incrédulité. Elle se retourna aussitôt. Les yeux de Vivian s'emplirent de larmes. « Deborah Piper, c'est toi ?» Elle s'est mise à trembler. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en essayant de se redresser, la voix brisée. « Tu es venu. » Le silence qui suivit ne fut pas froid. C'était douloureux. C'était empli de tous les mots venimeux que Vivian avait autrefois lancés, qui revenaient la hanter. Déborah, toujours silencieuse, se tourna vers la table. Elle tendit la main, borda correctement l'oreiller de la femme, sans un mot, se retourna pour partir. Vivian fondit en larmes. Ce moment, bref, chargé de sens, dont seule l'infirmière à l'extérieur fut témoin, lui suffisait. La nouvelle s'est vite répandue. L'ex-belle-fille de Vivian Killer est venue lui rendre visite. L'infirmière du service a murmuré quelque chose à un autre membre du personnel. Et avant le coucher du soleil, la nouvelle avait commencé à se répandre dans la même société, mais sans être brisée, sans amertume. Elle était arrivée en force, sans un mot de vengeance. Les premières heures du matin étaient calmes, à l'exception du léger bip des machines et du léger bruissement des infirmières circulant dans les couloirs immaculés de l'hôpital spécialisé Crustfield, sur l'île Victoria. La pluie était tombée toute la nuit, baignant la ville d'un calme apaisant. À l'intérieur, dans une salle d'accouchement privée, drapée de rideaux crème et imprégnée d'une légère odeur d'antiseptique, ses doigts agrippaient fermement les draps tandis qu'une nouvelle contraction la traversait comme une tempête. Sa respiration était contrôlée mais laborieuse, son visage luisant d'effort et de concentration. William était assis à côté d'elle, sa main fermement serrée autour de la sienne, murmurant des encouragements calmes à chaque geste douloureux. Il ne la lâchait jamais. Pas une seule fois. Les médecins et les infirmières se déplaçaient avec une grâce experte. La sage-femme de Déborah, l'infirmière Tolu, garda une voix douce mais ferme pendant plus de 14 heures. Mais Déborah n'avait pas crié une seule fois. Sa douleur était présente, certes, mais son esprit était ancré dans quelque chose de plus fort, l'espoir. Redemption. La promesse qu'elle croyait perdue se rapprochait à chaque respiration. Une dernière poussée, dit doucement le médecin, et avec une force qu'elle ignorait avoir perdue, Déborah poussa un dernier cri, le dos cambré, les yeux fermés pour se protéger de la lumière aveuglante. Le sang, ce cri magnifique et reconnaissable entre mille. Puis un second. Des jumeaux. 2 bébés parfaits et en bonne santé. Le premier, un garçon, robuste, bruyant et déjà en pleine forme. La deuxième, une fille, plus petite, mais dont le cri puissant semblait résonner jusqu'au plus profond de l'âme de Déborah. Ses larmes coulaient désormais librement, non pas de douleur, mais de grâce. Une infirmière enveloppa soigneusement chaque bébé dans de douces couvertures blanches brodées de liserés dorés et les déposa délicatement dans ses bras. William se tenait immobile à côté d'elle, les yeux brillants, les lèvres entr'ouvertes d'admiration. « Ils sont là », murmura Déborah, la voix brisée par l'émotion. « Ils sont vraiment là. » À cet instant, le passé n'avait plus d'importance. La trahison, la honte, l'humiliation, tout se dissipait sous la chaleur du souffle léger de ses enfants. Déborah les regarda, le cœur gonflé au-delà des mots. Ils portaient tous un héritage dans ses bras. Pas un enfant, mais 2. Tout a commencé par une simple photo. L'article de blog est paru discrètement un jeudi matin sur un site lifestyle populaire, connu pour couvrir les événements mondains et les prises de pouvoir discrètes.
Intitulé « Élégance Reborn », Deborah Piper y est aperçue avec des jumeaux lors du lancement de la boutique de Lagos. L'article présentait des photos nettes et haute résolution prises lors de l'inauguration, avec un décor floral resplendissant dans une robe blanche fluide qui mettait en valeur sa silhouette post-maternité. Dans ses bras se trouvaient deux nourrissons, vêtus de dentelles blanches assorties, aux joues rebondies et au visage paisible. L'un dormait, l'autre suçait une minuscule tétine. Derrière eux se tenait un William Julius souriant, élégant dans son costume 3 pièces gris, la main posée délicatement sur le dos de Deborah. La légende sous la photo principale disait « L'épouse autrefois cachée de la star déchue de la technologie renaît ». Vincent Killer consultait distraitement les informations de son téléphone lorsqu'il l'a vue. Il était dans un café d'Acacia, sirotant un café dilué en attendant d'être rappelé pour un entretien d'embauche. Son pouce s'est figé en plein glissement. Il cliqua des yeux, puis cliqua. L'article se chargea entièrement et les images envahirent son écran. Deborah, avec des jumeaux, sans monte ni ombre, mais radieuse, entourée d'élégance. Vincent se pencha en avant et regarda Deborah. La journaliste, sans citer de nom, laissa entendre que les enfants étaient les siens et qu'ils avaient peut-être été conçus avant sa disparition soudaine de la vie publique. Des sources affirment qu'elle a été vue en consultation de fertilité des mois avant sa séparation d'avec son ex-mari Vincent Killer, écrit le blog. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement mère, mais une figure montante de la mode de luxe nigériane. Le monde a basculé. Vincent a laissé tomber son téléphone. Rien ne se brisa, même la musique du café. Il ne voyait que le visage de Deborah, doux et triomphant, tenant dans ses bras deux enfants qui lui ressemblaient indéniablement. Le garçon avait son nez. La jeune fille, le sourire de son défunt père. Une oppression lui serra la poitrine tandis qu'une douloureuse prise de conscience commençait à s'installer comme du ciment dans ses os. La femme qu'il avait rejetée, accusée et humiliée, détenait désormais l'avenir même qu'il pensait ne jamais avoir, non seulement survivre, mais s'épanouir. La nouvelle se répandit à une vitesse fulgurante. En quelques heures, blogs technologiques, réseaux sociaux et même d'anciens associés relayèrent l'article. Et pour la première fois depuis le début de sa chute, Vincent ne ressentit aucune colère. Il sentait le poids écrasant de ce qu'il avait réellement perdu. Les portes du domaine Julius, sur l'île Banane, se dressaient hautes et imposantes, ornées de fer noir, ornées d'un vieux blazer, ses chaussures poussiéreuses après la longue marche qu'il avait effectuée après avoir été déposé à l'entrée du domaine par un cavalier kiki réticent. Il avait répété ces paroles 100 fois en chemin, serrant dans sa poche un exemplaire plié de l'article de blog comme un talisman. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il appuya sur l'interphone. L'espace d'un instant, il douta qu'il réponde. Puis, une voix, nette et posée, à peine assurée. « J'ai besoin de voir Deborah. S'il vous plaît. » Il y eut un silence. Puis un clic. Le portail s'ouvrit lentement. Il fut conduit à travers une allée impeccablement entretenue, bordée de haies d'hibiscus et de hautes lanternes en verre, jusqu'à l'entrée principale. Le manoir se dressait devant lui comme sorti d'un magazine, élégant, moderne et époustouflant. Lorsque les portes d'entrée s'ouvrirent, ce ne fut pas Deborah qui l'accueillit. Vêtu d'une chemise rouge et d'un pantalon bleu marine, William se tenait droit sur les marches de marbre blanc, l'expression indéchiffrable. Deux agents de sécurité se tenaient de chaque côté de la porte. Pendant un bref instant, Vincent eut l'impression que le sol allait l'engloutir tout entier. « Je suis venu la voir », dit Vincent doucement, les yeux baissés. « Juste un instant. Juste pour voir les enfants. Je sais qu'ils sont à moi. » Il marqua une pause, la voix brisée. « S'il vous plaît. » Il s'avança juste assez pour combler l'espace entre eux. « Vous avez eu votre heure de gloire, Monsieur Killer, » dit-il calmement. « Vous avez choisi une autre femme. Vous avez humilié Deborah. Tu l'as chassée au moment où elle avait le plus besoin de toi. Et maintenant, parce que le monde a vu ce que tu as perdu, tu t'en souviens. »« J'ai fait une erreur, » murmura Vincent. William ne broncha pas. « Cette erreur t'a tout coûté. » Un silence tendu s'installa. Vincent jeta un coup d'œil vers la porte de la maison de Deborah, celle des jumeaux. Mais personne n'apparut. La voix de William se durcit. « Ne reviens plus jamais ici. La prochaine fois, les gardes ne seront pas aussi polis. » Et comme ça, les portes se refermèrent. Et le portail derrière lui commença à se refermer. Vincent se retourna lentement et redescendit le chemin de pierre, seul, vaincu et vide.
La lettre est arrivée un mardi après-midi, glissée dans une enveloppe marron non marquée, envoyée par un journaliste qui refusait de révéler son expéditeur. Déborah était dans son bureau, au showroom Lecky de Julius Collective, en train d'examiner les options de tissu pour un lancement prochain, lorsque son assistante l'a apporté. C'est personnel, a dit doucement la jeune fille, sentant le poids du message scellé à l'intérieur. Déborah prit l'enveloppe discrètement, s'excusa et s'installa dans son salon privé sous la douce lueur du lustre. Ses doigts hésitaient un instant avant de déchirer le cachet. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, sans fioriture, juste une lettre écrite de l'écriture si reconnaissable de Vincent. Les traits étaient tremblants mais délibérés, comme s'il s'était forcé à rester calme en écrivant. Déborah, commençait-il simplement. Il n'y a pas de mots pour réparer les dégâts que j'ai causés, mais je me sens toujours obligé d'essayer. Il ne demandait pas pardon. Au lieu de cela, il s'est mis à nu. Il a raconté sa honte, le vide après la trahison de Judith et les longues nuits silencieuses passées avec elle. Je croyais choisir le succès. Je pensais que l'amour venait après la réussite. Mais je réalise maintenant que j'ai abandonné la seule personne qui m'ait jamais vraiment soutenu. Puis vint le moment qui coupa le souffle à Déborah. Après la faillite de Kilotech, je suis tombé malade. Le stress a eu des conséquences néfastes. Il y a quelques mois, on m'a diagnostiqué un trouble de la reproduction qui m'a rendu stérile. De façon permanente. L'ironie ne m'échappe pas, il a terminé la lettre sans artifice. Aucune demande de rencontre avec les jumeaux. Pas de déclaration théâtrale. Juste la reconnaissance de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait perdu et de ce avec quoi il vivait désormais chaque jour. Déborah resta assise en silence un long moment, la lettre posée sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle ne souriait pas, elle fixait simplement les mots, laissant le silence s'abattre sur elle comme de la poussière. Au bout d'un moment, elle se leva, le visage dans son bureau, sans hésitation, jeta la lettre dans la flamme. Elle se tordit et noircit, se transformant en cendre en quelques secondes. La regarder brûler n'apportait aucune satisfaction, seulement une clarté. Certaines excuses arrivent trop tard. Le Forum international des femmes à l'Eco-Convention Center célébrait la résilience, la créativité et le leadership féminin. Parmi la longue liste de panélistes et d'intervenants principaux figurait un nom murmuré avec émerveillement et curiosité. Deborah Davis Collective, ancienne couturière inconnue, aujourd'hui figure emblématique de la mode africaine. La salle était remplie de plus de 2000 femmes, entrepreneurs, étudiantes, dignitaires et mères de famille, dont beaucoup avaient suivi le parcours de Déborah, de l'ombre du chagrin à la gloire du succès. Elle est montée sur scène vêtue d'une robe émeraude profonde sur mesure, brodée des noms de femmes pionnières nigérianes. Mais ce qui a le plus frappé, c'est la fierté sereine avec laquelle elle marchait. Elle se tenait avec une nounou, ses jumeaux. Debout sur le podium, elle scrutait la mer de visages devant elle. Elle ne parlait pas sur un prompteur. Sa voix était mesurée, brute, son ton posé mais empli d'âme. Il fut un temps, commença-t-elle, où l'on me traitait de stérile. On me disait que je n'avais aucune valeur en tant qu'épouse, que je n'avais aucun but en tant que femme parce que je ne faisais pas d'enfants. Et je les ai crus. Pendant un moment, j'ai cru être brisé. Le silence est tombé dans la pièce, tous les regards étaient braqués sur elle. Mais voici ce que j'ai appris, a-t-elle poursuivi. La valeur d'une femme ne dépend pas de son utérus, de son mari ou des contraintes de la société. Elle dépend de sa résilience, sa vérité, sa capacité à renaître de ses cendres avec grâce. Déborah a ensuite raconté des fragments de son histoire, non pas les noms, ni les scandales, mais l'essentiel. L'expulsion, la trahison, la renaissance. Elle a parlé de sa redécouverte d'elle-même à travers la douleur, de la façon dont la gentillesse d'un inconnu a changé sa vie, et de la façon dont la maternité l'a finalement trouvée, non pas lorsqu'elle a poursuivi, mais lorsqu'elle a choisi la paix. Le public a applaudi à plusieurs reprises, beaucoup se levant tandis que ses mots posaient comme un baume sur de vieilles blessures. J'ai été abandonnée, a-t-elle dit vers la fin, mais pas détruite. Et maintenant, j'élève non seulement des jumeaux, mais aussi un modèle pour les femmes comme moi. Lorsqu'elle s'est retirée, elle s'est dirigée directement vers ses enfants, les a pris dans ses bras et les a serrés contre son cœur. Le monde ne voyait pas seulement une mère. Ils aperçurent un phénix. C'était un samedi après-midi ordinaire au centre commercial Acacia City. Les familles entraient et sortaient des magasins, les enfants serraient leurs cornets de glace,
et une douce musique s'échappait des haut-parleurs centraux. Vincent Keiler se tenait derrière le comptoir vitré d'un petit kiosque à gadgets près de l'aire de restauration, vêtu d'un polo griffé et d'un badge à son nom. On était bien loin de l'époque des costumes sur mesure et des gros titres technologiques. Ce magasin n'était pas le sien. Il n'était plus qu'un simple vendeur, rémunéré à la commission, sous-payé et largement ignoré par les clients qui préféraient les grands magasins de technologie. Il ne se plaignait plus. Il existait, tout simplement, silencieusement. À regret, il organisait une exposition d'écouteurs sans fil lorsqu'il entendit des rires, trop faibles, familiers. Il leva les yeux et sentit l'air lui manquer. Déborah traversait le centre commercial avec deux jeunes enfants, l'un accroché à ses doigts, l'autre fixant intensément une publicité de carrousel. Elle portait un cafetan marron doux, des lunettes de soleil et des sandales plates. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en arrière, et malgré son air décontracté, sa démarche dégageait une assurance que Vincent n'avait jamais vue en sa compagnie. Puis, juste au moment où ils allaient se croiser, l'une des jumelles leva les yeux et cria « Maman, cet homme ressemble à celui de notre album photo. » Déborah se retourna. Son regard croisa celui de Vincent. Elle le stabilisa, son uniforme délavé, ses yeux creux, son sourire forcé. Il baissa rapidement les yeux, honteux. « Bonjour, Vincent, dit-elle doucement, presque gentiment. Il releva la tête, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Les jumeaux, inconscients, lui adressèrent un signe de la main joyeux. Déborah les poussa doucement vers l'avant. « Dites au revoir maintenant. » Ils firent un dernier signe de la main, puis continuèrent leur chemin. Vincent ne les poursuivit pas. Il les observa simplement, figés. Et pour la première fois, il comprit vraiment ce que signifiait tout perdre. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait perdu un héritage. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.